L'espace, l'ultime frontière. Voici les voyages de la maison galactique indéfinie. Une maison en fuite, comme ça le proprio peut pas expulser le type qui est dedans. Bienvenue, et accrochez vos ceintures, car ce soir, Écran Baveux vient découvrir une nouvelle contrée dont bien trop de gens restent encore inconscients. Ce soir, vous en serez tout aussi inconscients, voire même encore plus ignorants, mais au moins, vous aurez entendu parler d'une famille culte, circonscrite à la Hongrie, la Mezgag Család, la famille Mezga. C'est une trilogie de 3 séries animées de 13 épisodes, voire 4, si l'on compte la petite dernière annulée faute de financement. On y racontait les mésaventures d'une famille dysfonctionnelle, dans des situations rocambolesques, parfois même surréalistes et improbables. Les Allemands ont eu la chance d'avoir 2 de ces séries, la 3e et dernière étant restée enfouie chez les Magyars. La France fut moins chanceuse. Sur ces 3 séries, seule la 2e traversera le Rhin pour échouer enfin là où le nuage de Tchernobyl n'a jamais pu aller, 13 ans après qu'elle fut produite en 1973. Dans ces contrées francophones, cette série d'aventures titrée en version originale, attention, Mezga Aladar Kulonus Kalanjai, est connue sous le nom de Archibald, voyageur de l'espace. D'abord un point sur la traduction française, car elle pourrait être liée aux traductions allemandes. Il y a 2 versions allemandes. La première conçue pour ce qui était la partie est du pays, sous le bloc soviétique, qui aurait, paraît-il, réalisé une traduction tentant de retranscrire au mieux le ton satirique, les divers jeux de mots et autres complexités du texte original, malgré la censure du 9e épisode. Et la seconde, conçue dans la partie ouest, au texte dit plus plat. Si la version est-allemande renommait le héros son véritable nom Aladar en Adolar, la version ouest-allemande le renomme Archibald, ce qui coïncide avec la traduction française. Puisqu'Archie ne vient pas avec nous, on va revendre son billet et avec l'argent, on se paiera un taxi. Vendez vos billets aussi, ça vous payera le taxi de retour. De là, il serait rapide d'en tirer pour conclusion que la langue de Molière a utilisé pour base le texte ouest-allemand. Il serait possible de s'assurer de la véracité de l'information en comparant la version française avec les idiosyncrasies des 2 versions germaniques. Et pour cela, il faudrait avoir accès aux routines de ce langage, ce qui est actuellement unmöglich. Unmöglich, 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 unmöglich. Quant à comparer les versions françaises et hongroises, Majd azt hiszik, hogy illemből megyek valami félreeső helyre hegedülni. Même pas en rêve. Comprenez qu'un avis à partir de cette seule version française sera possiblement incomplet. Mais voici la famille Mezga, source des aventures archibaldiennes ou adolariennes ou aladiennes. Oh non, pas encore. La famille Mezga est semble-t-il la caricature de la famille hongroise typique, avec une composition tout à fait standard, organisée en un duo parental composé du père fonctionnaire et de la mère au foyer, puis de la sœur adolescente et égocentrique, et du petit frère génial, et du chat et du chien. Le chat est introuvable dans cette 2e série. La première série raconte les déboires quotidiens de cette famille, en prenant pour protagoniste le père fonctionnaire à l'intelligence médiocre et ayant bien du mal à imposer son autorité sur sa famille. Son fils, Aladar, crée en se servant de pièces détachées chippées à la télé, une station de radio expérimentale qui, à sa grande surprise, permet de contacter le futur, et plus encore un lointain descendant. À chaque épisode, celui-ci enverra un objet futuriste étrange, mais parfaitement inadapté, dont le père borné se servira pour résoudre la situation du jour avec catastrophe à la clé, celui-ci étant incapable d'utiliser l'instrument de toute façon, en quelque sorte l'intrusion de l'objet occidental en Hongrie communiste. Dans cette configuration, Aladar sert de contrepoint aux autres personnages, de par son intelligence, teintée de l'arrogance d'un génie placé au milieu de gens moins futés que lui. Il reste un enfant, il se dispute constamment avec sa sœur, il chippe sans autorisation toutes les pièces qu'il lui faut pour cette invention, et cherche toujours à exploiter les situations à son propre avantage. Mais il se montre généralement plus lucide que les autres.
Ce n'est pas un personnage énervant car il préfère rester dans son coin et il se contente généralement d'être un observateur ironique. Il ne souffre pas de sa situation. Dans une certaine mesure, il fait toujours partie de sa famille qu'il a acceptée comme telle. C'est donc dans la deuxième série que le jeune Aladar Adolar Archibald est propulsé protagoniste. La première itération voyait Aladar communiquer avec un descendant lointain. Ici, il fait du tourisme interspatial. Archibald Aladar a inventé une fusée gonflable pour voyager dans l'espace qu'il appelle Gulliver en VO. Il cache celui-ci dans un étui à violon pour que sa famille ne soit pas au courant. Ces voyages sont scientifiques. Archibald se considérant comme tel, destiné à la découverte et à l'exploration, et quelque part aussi à échapper à l'atmosphère familiale, complètement dépassée par son intelligence remarquable. Il voyage sur des planètes étranges et improbables, au nez et à la barbe de ses parents, qui croient qu'il reste enfermé dans sa chambre. La première série, et en fait les deux autres qui suivront, le font assez petit pour qu'il semble être en primaire. Cet Archibald a l'air plus grand, mais on lui laisse toujours le même âge que dans les autres séries, 11 ans au compteur. Mais si il a cette apparence plus mature, c'est pour justifier qu'il puisse partir à l'aventure de son propre chef. Le style donc est assez proche de la SF d'aventure des années 60-70 où le héros sans peur et sans reproche découvrait de nouvelles planètes et en retirait une leçon de vie, que ce soit une morale ou une idée philosophique. Archibald n'étant pas un dessin animé jeunesse, plus une série familiale, elle ne se préoccupe pas d'éviter les morts à l'écran. Ces leçons vont donc cibler ce type de public. L'importance du silence ou prendre son temps dans la vie par exemple. Des petites morales de vie conviendraient peu au personnage impertinent qu'est le très intelligent Archibald Adolar, mais ces épisodes il y en a deux, et se taper des leçons de vie à la Disney c'est quand même emmerdant. Par chance, les deux épisodes que ça touche se trouvent être de ceux dont le doublage français est resté introuvable. Impossible donc de les subir à ce jour. Youpi! Bien entendu, le jeune voyageur n'est pas seul. Il est accompagné de son fidèle chien Blocky, ou Blacky, enfin bon, Blacky Blocky est le chien de la famille. Il était déjà présent dans la série précédente, mais ici il gagne le don de la parole parce qu'Archibald Aladar lui a appris à lire. Blacky Blocky lui sert de confident et de compagnon de voyage. C'est le seul personnage habilité dans cette tâche car seul Blocky est capable de supporter Archibald et inversement, d'accepter de venir dans l'espace, de se montrer aussi compétent que son maître pour faire face aux diverses situations surréalistes qui se présenteront. Mais son premier rôle est surtout de donner la réplique à Adobald, histoire qu'il ait quelqu'un à qui parler. Blocky est d'ailleurs un personnage plus sensible que son maître, qui se veut plus scientifique et donc froid, ce qui permet un duo très dynamique. La qualité de leurs répliques fait la force de la série. Elle campe bien l'amitié des deux héros derrière la feinte indifférence dans leurs mots. De fait, le contenu des épisodes est très dialogué. Alors les dialogues ont dû être escamotés par la traduction. Pour une série traduite dans les années 80, ce n'est pas étonnant qu'il y ait de multiples erreurs, même des séries plus populaires en ont souffert. Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes. Au moins peut-on se servir de la page Wikipédia hongroise qui résume la version originale du premier épisode. Adolar arrive sur une planète en 2 dimensions qu'il ne peut qu'observer de dessus. Sur cette planète, le prince a ordonné que tous prononcent les mots en interdisant l'usage de certaines lettres. Ordre contre lequel se refuse un vieillard, qui se trouve aussitôt poursuivi jusqu'à ce qu'Aldoadar le sauve. Dans la VF, la rébellion du vieillard n'est pas le refus de se soumettre aux lois du langage, propice à ces fameux jeux de mots qui auraient fait le succès de la série, mais pas un refus plus standard des règles oppressives de la société. C'est plus général. Efforce-toi de bien retenir tout ce que je te dis, petit. L'esclavage n'est pas un système universel de société commun à toutes les galaxies. Cependant, les résumés des autres épisodes ne suggèrent pas d'altération si significative. Il est très difficile de savoir jusqu'à quel point la version française s'éloigne du texte magyar. Mais prêt en soi, sans comparaison, eh bien c'est très bon. Et servi par un doublage de très bonne qualité, capable de sauver les répliques les plus plates. Parce que les dialogues sont d'une importance capitale dans la constitution de l'ambiance de la série. Elles sont vives et réactives, armées de jeux de mots occasionnels. Certains ont survécu, d'autres ont sauté à la traduction. Ces dialogues s'ajoutent à la découverte de ces univers qui participent beaucoup à l'humour de la série puisqu'elles créent des situations tout à fait délirantes. Ils n'ont pas réfléchi à une cohérence stricte dans ces univers, préférant créer des situations drôles à partir d'un concept central sans chercher à lui donner de la crédibilité ou de la consistance.
L'écriture est donc fondée sur des associations d'idées et non au monde cartésien. Ce n'est pas de l'absurde poétique, comme dans du Fred. Archie-Dollar-Bald est un personnage qui préfère l'analyse à l'affect, et dirigeant la narration en tant que protagoniste, c'est lui qui fait le commentaire des situations étranges qu'il rencontre. Il adopte une analyse froide et détachée qui participe au ton humoristique, puisqu'il n'est jamais impressionné par les situations absurdes qui s'opposent à lui, et garde toujours un certain flegme. C'est de l'acide, Dieu soit loué, il ne t'a pas eu. Un débutant. C'est là que les dialogues se révèlent importants, puisque c'est par eux que la série prend un ton beaucoup plus descriptif, et surtout satirique. Selon l'épisode, Adol Archibald se retrouve soit à sauver un peuple opprimé, car c'est généralement un peuple opprimé qui est en cause, soit observer une planète absurde, duquel il y faut tenter de s'échapper. La série aime les mondes complètement déglingués qui fonctionnent sur la déraison. Un thème omniprésent qui revient très régulièrement. Là se pose la question. Certains films russes ont utilisé l'absurde comme méthode pour critiquer le régime soviétique de manière détournée. Dans Archibald, il serait tout à fait possible, et certains le pensent, que la série en fasse de même. Il arrive en effet que Archie-Dollar-Bald soit pris pour un espion de par son simple refus de se conformer à la folie générale et de se retrouver à la prison de manière arbitraire. Il est en vérité très probable que la satire moque surtout le quotidien, mais peut-être s'attaque-t-elle aussi à la société hongroise, ou bien encore aux occidentaux. Sur cette planète, tous les habitants, sans exception, sont cinglés. C'est comme ça, depuis que leur goût de luxe et leur insouciance les ont conduits à des excès qui leur ont ébranlé le cerveau. Mais c'est assez difficile de savoir, que ce soit pour des raisons culturelles ou parce que l'adaptation pose problème. Pour analyser tout ça, il faudrait avoir une bonne connaissance de la société hongroise dans les années 70 en premier lieu. Ce n'est pas si grave si on ne comprend pas le sous-texte satirique probable. Au moins peut-on toujours apprécier la représentation des environnements décalés tels quels. Mais la recherche d'indépendance spatiale d'Archibald ne durera pas longtemps, car l'envahissante Mesgak Zalad reprend bientôt son bon droit en se rapprochant du format des séries adjacentes. Les aventures spatiales, au départ proéminentes, doivent, dans la seconde moitié de la série, laisser plus de place aux scènes familiales, ainsi que le prouve ce graphique qui démontre l'évolution de la tendance d'une façon éloquente, comme vous pouvez le constater. Bien que la série fasse mine de relayer thématiquement la séquence Mesgar, La famille Metzger. à l'aventure du jour, il est clair que ces petites séquences n'existent que pour elles-mêmes et rien d'autre. C'est un héritage des bases de la précédente série bien sûr, dont les scénaristes se sont refusés à se débarrasser. Rien d'étonnant. On retrouve le créateur et prolifique scénariste Joseph Knepp, ainsi que le réalisateur Bela Tarnowski, dans plusieurs productions de l'animation hongroise, dont un autre dessin animé culte du pays, Max Cafogo, lequel est sorti chez nous sous le nom de, attention au choc, Super Souris et l'arme secrète. Une parodie d'espionnage avec la même qualité dans les dialogues et humour similaire. Bien que le personnage principal soit le dénommé super espion Grabowski, la première heure du film est dévolue à un quatuor de rats envoyé assassiner l'espion. Leurs disputes dysfonctionnelles sont fondées sur le même modèle que la salade de Mesga. Chasser le naturel, il revient au galop, la bave aux lèvres, l'œil fugace et préparé à vous mordiller les mollets en représailles. Archibald est donc une série à deux faces. La première est celle des aventures surréalistes, et la seconde celle sur la famille Mesga, qui ne prend pas forcément Archie-Dollar-Bald comme protagoniste, mais le père. D'autre part, la série semble s'essouffler vers la fin, finissant avec des épisodes moins originaux et moins travaillés, au déroulement assez bancal, en même temps qu'augmente la proéminence de la famille Mesga au complet. Pas surprenant que la série suivante revienne sur une aventure incluant la famille entière, puisqu'elle excitait bien plus l'imagination des scénaristes. Le final suggère que toutes les aventures d'Archie-Dollar-Bald n'étaient qu'en fait que des rêves issus de son imagination. Mais c'est complètement nul. Déjà par un argument tout à fait connu et célèbre, qui est « Si c'est un rêve, pourquoi diable a-t-on le point de vue d'autres personnages qui ont constaté eux-mêmes l'existence de la fusée ?» D'autant plus que les fantasy SF ne sont pas l'apanage de cette seule série, la précédente faisait elle aussi intervenir des gadgets futuristes sans que ce soit jamais justifié par la rêverie. Non, Archibald ne rêve pas. Et ses aventures spatiales, serties de dialogues solides, de situations surréalistes et d'un aspect satirique qu'on ne peut qu'à peine deviner, font de ce petit tiers de la famille Mesga un très bon cru. On n'aura jamais le reste, la série étant cloîtrée en Hongrie, à l'abri des curieux, à cause de ses dialogues et jeux de mots difficiles. Succès culte là-bas, simple dessin animé pour enfants fondu dans l'obscurité par ici. Maintenant, il est temps pour Écran baveux de se fondre lui aussi dans l'obscurité. Non sans vous remercier d'être aussi peu nombreux faisant de cette émission l'émission numéro 1 chez les non-spectateurs, à la jalousie de toutes et de tous. Ah,
vais avoir la visite du chauffe-eau. Mais où est passé Blackie? Il est resté là-bas à le surveiller. Bonne initiative.